L'arrivée chez grand-mère. Nous arrivons de la grande ville. Nous avons voyagé toute la nuit. Notre mère a les yeux rouges. Elle porte un grand carton et nous deux, chacun, une petite valise avec ses vêtements, plus le grand dictionnaire de notre père que nous nous passons quand nous avons les bras fatigués. Nous marchons longtemps. La maison de grand-mère est loin de la gare, à l'autre bout de la petite ville. Ici, il n'y a pas de tramway, ni d'autobus, ni de voiture. Seuls circulent quelques camions militaires. Les passants sont peu nombreux, la ville est silencieuse. On peut entendre le bruit de nos pas. Nous marchons sans parler, notre mère au milieu entre nous deux. Devant la porte du jardin de grand-mère, notre mère dit « Attendez-moi ici ». Nous attendons un peu, puis nous entrons dans le jardin. Nous contournons la maison, nous nous accroupissons sous une fenêtre d'où viennent des voix. La voix de notre mère. Il n'y a plus rien à manger chez nous. Ni pain, ni viande, ni légumes, ni lait. Rien. Je ne peux plus les nourrir. Une autre voix dit « Alors tu t'es souvenu de moi. Pendant 10 ans, tu ne t'étais pas souvenu. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas écrit. » Notre mère dit « Vous savez bien pourquoi. Mon père, je l'aimais, moi. » L'autre voix dit « Oui, et maintenant tu te rappelles que tu as aussi une mère. Tu arrives et tu me demandes de t'aider. » Notre mère dit « Je ne demande rien pour moi. J'aimerais seulement que mes enfants survivent à cette guerre. La grande ville est bombardée jour et nuit, et il n'y a pas de nourriture. On évacue les enfants à la campagne, chez des parents ou chez des étrangers, n'importe où. » L'autre voix dit « Tu n'avais qu'à les envoyer chez des étrangers, n'importe où. » Notre mère dit « Ce sont vos petits-fils. » Mes petits-fils, je ne les connais même pas. Ils sont combien? Deux garçons, des jumeaux. L'autre voix demande « Qu'est-ce que tu as fait des autres ?» Notre mère demande « Quels autres ?» Les chiennes mettent bas 4 ou 5 petits à la fois. On en garde 1 ou 2, les autres on les noie. L'autre voix rit très fort. Notre mère ne dit rien et l'autre voix demande « Ils ont un père au moins. Tu n'es pas marié que je sache. Je n'ai pas été invitée à ton mariage. » Je suis mariée. Leur père est au front. Je n'ai pas de nouvelles depuis 6 mois. Alors tu peux déjà faire une croix dessus. L'autre voix rit de nouveau, notre mère pleure. Nous retournons devant la porte du jardin. Notre mère sort de la maison avec une vieille femme. Notre mère nous dit « Voici votre grand-mère. Vous resterez chez elle pendant un certain temps jusqu'à la fin de la guerre. » Notre grand-mère dit « Ça peut durer longtemps. Mais je les ferai travailler, ne t'en fais pas. La nourriture n'est pas gratuite ici non plus. » Notre mère dit « Je vous enverrai de l'argent. » Dans les valises, il y a leurs vêtements, et dans le carton, des draps et des couvertures. Soyez sages, mes petits, je vous écrirai. Elle nous embrasse et elle s'en va en pleurant. Grand-mère rit très fort et nous dit « Des draps, des couvertures, chemise blanche et souliers laqués. Je vous apprendrai à vivre, moi. » Nous tirons la langue à notre grand-mère et rit encore plus fort en se tapant sur les cuisses. Exercice d'endurcissement du corps. Grand-mère nous frappe souvent, avec ses mains osseuses, avec un balai ou un torchon mouillé. Elle nous tire par les oreilles, elle nous empoigne par les cheveux. D'autres gens nous donnent aussi des gifles et des coups de pied. Nous ne savons même pas pourquoi. Les coups font mal, ils nous font pleurer. Les chutes, les écorchures, les coupures, le travail, le froid et la chaleur sont également cause de souffrance. Nous décidons d'endurcir notre corps pour pouvoir supporter la douleur sans pleurer. Nous commençons par nous donner l'un à l'autre des gifles,
puis des coups de poing. Voyant notre visage tuméfié, grand-mère demande: Qui vous a fait ça? Nous-mêmes, grand-mère. Vous vous êtes battue, pourquoi? Pour rien, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un exercice. Un exercice. Vous êtes complètement cinglé. Enfin, si ça vous amuse. Nous sommes nus. Nous nous frappons l'un l'autre avec une ceinture. Nous disons à chaque coup: Ça ne fait pas mal. Nous frappons plus fort, de plus en plus fort. Nous passons nos mains au-dessus d'une flamme. Nous entaillons notre cuisse, notre bras, notre poitrine avec un couteau et nous versons de l'alcool sur nos blessures. Nous disons chaque fois: Ça ne fait pas mal. Au bout d'un certain temps, nous ne sentons effectivement plus rien. C'est quelqu'un d'autre qui a mal. C'est quelqu'un d'autre qui se brûle, qui se coupe, qui souffre. Nous ne pleurons plus. Quand grand-mère est fâchée et qu'elle crie, nous lui disons: Cessez de crier, grand-mère, frappez plutôt. Quand elle nous frappe, nous lui disons: Encore, grand-mère, regardez, nous tendons l'autre joue, comme c'est écrit dans la Bible. Frappez aussi l'autre joue, grand-mère. Elle répond: Que le diable vous emporte avec votre Bible et avec vos joues. Exercice d'endurcissement de l'esprit. Grand-mère nous dit: Fils de chienne. Les gens nous disent: Fils de sorcière, fils de pute. D'autres disent: Imbécile, vaillou, morveux, pourceau, canaille, charogne, gibier de potence, grand assassin. Quand nous entendons ces mots, notre visage devient rouge, nos oreilles bourdonnent, nos yeux piquent, nos genoux tremblent. Nous ne voulons plus rougir, ni trembler. Nous voulons nous habituer aux injures, aux mots qui blessent. Nous nous installons à la table de la cuisine, l'un en face de l'autre, et en nous regardant dans les yeux, nous disons des mots de plus en plus atroces. L'un: fumier, trou du cul. L'autre: enculé, salopard. Nous continuons ainsi jusqu'à ce que les mots n'entrent plus dans notre cerveau, n'entrent même plus dans nos oreilles. Nous nous exerçons de cette façon une demi-heure environ par jour, puis nous allons nous promener dans les rues. Nous nous arrangeons pour que les gens nous insultent et nous constatons qu'enfin nous réussissons à rester indifférents. Mais il y a aussi les mots anciens. Notre mère nous disait: Mes chéris, mes amours, mon bonheur, mes petits bébés adorés. Quand nous nous rappelons ces mots, nos yeux se remplissent de larmes. Ces mots, nous devons les oublier, parce que, à présent, personne ne nous dit des mots semblables, et parce que le souvenir que nous en avons est une charge trop lourde à porter. Alors nous recommençons notre exercice d'une autre façon. Nous disons: Mes chéris, mes amours, je vous aime. Je ne vous quitterai jamais. Je n'aimerai que vous, toujours. Vous êtes toute ma vie. À force d'être répétés, les mots perdent peu à peu leur signification et la douleur qui porte en eux s'atténue. Chez grand-mère, il n'y a pas de papier ni de crayon. Nous allons en chercher dans le magasin qui s'appelle Librairie Papeterie. Nous choisissons un paquet de papier quadrillé, 2 crayons et un grand cahier épais. Nous posons tout cela sur le comptoir face au gros monsieur qui se tient derrière. Nous lui disons: Nous avons besoin de ces objets, mais nous n'avons pas d'argent. Le libraire dit: Comment? Mais il faut payer. Nous répétons: Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons absolument besoin de ces objets. Le libraire dit: L'école est fermée, personne n'a besoin de cahiers ni de crayons. Nous disons: Nous faisons l'école chez nous, tout seuls, nous-mêmes. Demandez l'argent à vos parents.
Notre père est au front et notre mère est restée à la grande ville. Nous habitons chez notre grand-mère, elle n'a pas d'argent non plus. Le libraire dit, sans argent, vous ne pouvez rien acheter. Nous ne disons plus rien, nous le regardons. Il nous regarde aussi. Son front est mouillé de transpiration. Au bout d'un certain temps, il crie, « Ne me regardez pas comme ça, sortez d'ici. » Nous disons, « Nous sommes disposés à effectuer quelques travaux pour vous, en échange de ces objets. Arrosez votre jardin, par exemple, arrachez les mauvaises herbes, portez des colis. » Il crie encore, « Je n'ai pas de jardin, je n'ai pas besoin de vous. Et d'abord, vous ne pouvez pas parler normalement. » Nous parlons normalement. Dire à votre âge disposé à effectuer, c'est normal ça? Nous parlons correctement. Trop correctement, oui. Je n'aime pas du tout votre façon de parler, votre façon de me regarder non plus. Sortez d'ici. Nous demandons, possédez-vous des poules, monsieur? Il tapote son visage blanc avec un mouchoir blanc. Il demande sans crier, des poules? Pourquoi des poules? Parce que si vous n'en possédez pas, nous pouvons disposer d'une certaine quantité d'œufs et vous les apporter en échange de ces objets qui nous sont indispensables. Le libraire nous regarde, il ne dit rien. Nous disons, le prix des œufs augmente de jour en jour. En revanche, le prix du papier et des crayons. Il jette notre papier, nos crayons, notre cahier vers la porte et hurle. Dehors, je n'ai pas besoin de vos œufs. Prenez tout ça et ne revenez plus. Nous ramassons les objets soigneusement et nous disons, nous serons pourtant obligés de revenir quand nous n'aurons plus de papier ou que nos crayons seront usés. Nos études. Pour nos études, nous avons le dictionnaire de notre père et la Bible que nous avons trouvée ici chez grand-mère dans le Galta. Nous avons des leçons d'orthographe, de composition, de lecture, de calcul mental, de mathématiques et des exercices de mémoire. Nous employons le dictionnaire pour l'orthographe, pour obtenir des explications, mais aussi pour apprendre des mots nouveaux, des synonymes, des antonymes. La Bible sert à la lecture à haute voix, aux dictées et aux exercices de mémoire. Nous apprenons donc par cœur des pages entières de la Bible. Voici comment se passe une leçon de composition. Nous sommes assis à la table de la cuisine avec nos feuilles quadrillées, nos crayons et le grand cahier. Nous sommes seuls. L'un de nous dit, « Le titre de ta composition est « L'arrivée chez grand-mère ». L'autre dit, « Le titre de ta composition est « Nos travaux ». Nous nous mettons à écrire. Nous avons 2 heures pour traiter le sujet et 2 feuilles de papier à nos dispositions. Au bout de 2 heures, nous échangeons nos feuilles. Chacun de nous corrige les fautes d'orthographe de l'autre à l'aide du dictionnaire et en bas de la page écrit « bien » ou « pas bien ». Si c'est pas bien, nous jetons la composition dans le feu et nous essayons de traiter le même sujet à la leçon suivante. Si c'est bien, nous pouvons recopier la composition dans le grand cahier. Pour décider si c'est bien ou pas bien, nous avons une règle très simple. La composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons. Par exemple, il est interdit d'écrire « grand-mère ressemble à une sorcière ». Mais il est permis d'écrire « les gens appellent grand-mère la sorcière ». Il est interdit d'écrire « la petite ville est belle », car la petite ville peut être belle pour nous et l'être pour quelqu'un d'autre. De même, si nous écrivons « l'ordonnance est gentille », cela n'est pas une vérité, parce que l'ordonnance est peut-être capable de méchanceté que nous ignorons. Nous écrirons donc simplement « l'ordonnance nous donne des couvertures ». Nous écrirons « Nous mangeons beaucoup de noix » et non pas « Nous aimons les noix » car le mot « aimer » n'est pas un mot sûr. Il manque de précision et d'objectivité. Aimer les noix et aimer notre mère, cela ne peut pas vouloir dire la même chose.
La première formule désigne un goût agréable dans la bouche et la deuxième un sentiment. Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues. Il vaut mieux éviter leur emploi et s'en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c'est-à-dire à la description fidèle des faits.